On va donc commencer, j'ai la lourde tâche de faire cette petite introduction à cette journée ontonautique, première des 2 journées prévues aujourd'hui même, et dans 2 semaines, dans la semaine prochaine, le 8 juin, à l'ENSI, salle Charlotte-Perriand. Alors, j'ai prévu une petite introduction, j'ai un peu écrit pour ne pas me prendre les pieds dans le tapis. Donc vous me pardonnerez de peut-être lire un peu mon texte. Donc bienvenue pour cette 2e session des Journées ontonautiques, co-organisée par le Centre de recherche en design, l'ENSI, les ateliers et l'école Quermando. Journée d'études transdisciplinaires consacrée à un programme de recherche, design, savoir-faire et imaginaire, en tout cas c'est comme ça chez nous, piloté par Aurélien Fouillet, donc ici à ma gauche. Et donc bienvenue à tous, à toutes. Et puis bienvenue aussi à vous que je vais tout de suite appeler nos nouveaux adhérents à l'amicale des ontonautes. Alors vous ne le saviez pas avant de venir, mais vous venez d'adhérer à une amicale nationale et internationale, celle des ontonautes, amicale néanmoins sympathique, hein, mais fondée très exactement l'année dernière, à peu près à la même date, à 10 jours, 12 jours près, c'est-à-dire lors des premières sessions des journées ontonautiques, c'était les 13 et 14 juin 2022. Alors peut-être commencer par rappeler les contenus de ces 2 premières journées qui nous avaient avantageusement permis de suivre les interventions des théoriciens confirmés tels que Jeanne Guin, Fred Bozzi, Axel Grégoire, Thomas Ims, Anne Lefebvre, Isabelle Dahéron, Alexei Sevastianov, Pablo Quartas, enfin Dimitri Linka et Nicolas Pinon, respectivement designer et laqueur, pardonnez-moi, et pas liker, lapsus révélateur bien sûr, de cette époque de grande confusion. Et puis bien sûr Aurélien, qui avait très largement pris la parole, et enfin Armand Béard, co-directeur du CRD, que je n'oublie pas et que je salue au passage. Alors, nous avions aussi entendu et écouté des étudiants diplômés ou non diplômés, provenant de l'ENSI ou de Quermando, Bettina Comte, Éléonore Linard-Henriot, Léon Alix Mazot, Quentin Bitran, Audrey Emery, Gabriel Nadeau-Sanjoine, Fabien Perrol, Théa Brion, Romain Coulon, Claire Kyle, Thomas Nouy et François Torel. J'espère n'avoir oublié personne. Comme quoi c'était assez dense, c'était sur 2 jours, mais effectivement 2 journées extrêmement riches. Alors une amicale des ontonautes, les ontonautes, terme qui peut sembler bien abstrait, voire obscur à certains d'entre nous. J'ai eu pas mal de demandes de la part d'étudiants, de membres de l'équipe administrative et néanmoins très performante de Quermando, à poser la question finalement, ou ont posé la question de savoir ce qu'étaient ces ontonautes ou ces journées ontonautiques. Ontonaute, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais me permettre de l'expliquer avec à côté de moi évidemment l'auteur de cette terminologie. De fait, il n'y a rien de compliqué, comme toujours. Hein. La philosophie, c'est pas difficile. Il suffit de lire un livre de philo de temps en temps. Ou de marcher sous le Stoa à Athènes. Et voilà, et de marcher sous le Stoa à Athènes. Il faut commencer par définir les mots. Là, je m'adresse évidemment plus aux étudiants qu'à vous-même, mesdames, messieurs, les intervenants. Se mettre d'accord sur la sémantique afin que le langage soit partagé. Ce qui n'est pas évident hein, avec vous, les philosophes. On a du mal. Facile, vous dis-je, nous allons essayer de rendre les choses faciles. En tout cas autant que possible. Alors d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César, rendre à Aurélien Fouillet ce qui est à Aurélien Fouillet, peut-être aussi un peu à Axel Grégoire. Les ontonautes et ontonautiques. Alors ontonautique, c'est facile, c'est un mot valise. Et un mot valise, ce sont 2 mots qui sont assemblés ensemble pour former un nouveau mot. Alors c'est chouette les mots valises, peut-être d'abord parce que c'est transportable, on peut les emmener un peu partout. Et puis en les entendant, on perçoit encore un peu des 2 mots. C'est-à-dire que chaque partie qui est assemblée à l'autre existe dans sa sonorité, dans son sens, ça résonne. C'est une espèce de, et j'adore ça, c'est une espèce de 1 plus 1 égale 3. Hein. On a les 2 mots d'origine et puis on a un 3e mot, le mot valise, qui prend à ce moment-là tout son sens. Alors ontonautique, c'est formé à partir des mots ontologie et nautique. Je ne me trompe pas, hein, monsieur le directeur, le pilote. L'ontologie, pour les profanes comme moi-même, hein, c'est un concept philosophique qui nous renvoie à l'être et au sens des choses. Là, on tremble un peu, on est un peu inquiet, mais finalement, on va y arriver. Pour faire simple, en se référant au dictionnaire, ça je m'adresse évidemment prioritairement à nos étudiants,
On ne le dira jamais assez, le dictionnaire est un outil indispensable, d'une richesse et d'une efficacité redoutable. Au cas où il y aura encore un doute, les mots ont un sens, enfin on essaie de faire en sorte qu'ils en aient encore un. L'ontologie, c'est l'étude des êtres pour eux-mêmes et non tels qu'ils nous apparaissent. Extraordinaire. C'est donc une manière de s'intéresser à l'existant, mais au-delà de ses représentations. Alors, les philosophes présents nous pardonneront, j'essaie d'être pédagogique, de conduire, je parle toujours aux étudiants, qui sont là en nombre bien sûr, et de vous conduire à travers cet océan de perplexité, peut-être de doute, de crainte, qu'a dû engendrer ce terme ontonautique. Parce que justement, l'étude des êtres en eux-mêmes, au-delà de leur représentation, est associée à nautique. Onto, logique, nautique. Et alors là, nautique, cet adjectif qui vient qualifier notre ontologie, tout le monde connaît. Des rives de la Seine à celles de la Marne, ou au port de la Méditerranée, on pense à Camando, Méditerranée bien sûr, à Toulon, le nautique est ce qui concerne la navigation. Par extension, tout ce qui concerne la mer et l'eau et ses activités multiples. Ainsi donc, notre science du sens, ontologie, devient une ontonautique, une navigation à travers le sens. Monsieur Aurélien Fouillet, si je me trompe, tu n'hésites pas. Et l'être des choses, nous y voilà, un voyage à travers le sens et l'être des choses. Autrement dit, parce que nous sommes à l'ENSI et à Camando, alors ce matin à Camando, la semaine prochaine à l'ENSI, un voyage à travers le design, les savoir-faire et les imaginaires. Vous voyez comme je suis retombé sur mes pattes. Alors, pour ce qui est de la méthode, comment peut-on voyager dans le sens et l'être des choses autrement qu'à travers leur représentation? Peut-être en commençant par les interroger, justement, ces représentations. Les interroger pour les déconstruire, pour mieux comprendre ce qu'elles disent et peut-être en construire d'autres. Afin d'essayer de rendre les choses plus explicites, je vais citer directement Aurélien Fouillet. Je suis désolé, mais je te cite dans le texte. En tant que coordinateur, initiateur de cette amicale ontonaute, pilote, capitaine, chauffeur de ce programme de recherche, et donc pédagogue, qui nous conduit. N'oublie pas que la pédagogie, c'est conduire les enfants. Celui qui nous conduit à travers la question du sens et nous oblige à l'interroger. Alors, de mémoire, dans l'excellent Playtime, comment le jeu transforme le monde aux éditions Les Pérégrines, 19 €. Là, je m'adresse toujours aux étudiants. Un objet à posséder absolument dans sa bibliothèque. Autre objet dont le sens pourrait nous intéresser, voire nous échapper et nous surprendre. Une citation plus ou moins exacte, même parfaitement exacte, je l'ai retrouvée ce matin. Que deviendrait notre monde matériel si nos chaises étaient des arbres comme les autres? Ça me hante depuis plusieurs mois. Ça me hante depuis plusieurs mois. Je vais interpréter un peu des chaises comme les autres, parce que notre rapport aux objets changerait-il si l'on regardait une chaise en bois, non pas uniquement comme une chaise en bois, mais comme un arbre mort? Parce que c'est un arbre mort, un arbre sacrifié. On l'a quand même sacrifié. Faut-il... L'encre du sacré. Et, je n'osais pas. Mais je ne suis pas remonté à l'alpha et l'oméga, en tout cas, je n'ai pas convoqué les textes... fondateur, enfin le mode d'emploi. Mais il est là, présent, omniprésent. Du coup, je me demandais, faut-il voir dans un vélo une fonderie ou une mine de fer, dans une tasse ou un bol une carrière d'argile ou de marne, dans une chaise en plastique? Alors là, c'est drôle parce que l'actualité nous a rattrapés, pas très loin d'ici, au siège de l'UNESCO. On a discuté du plastique hier ou avant-hier, je ne sais pas s'il continue à en parler. Faut-il voir dans une chaise en plastique des arbres et des plantes mortes et fossilisées depuis quelques dizaines de millions d'années? Des roches-mères transformées en pétrole. Et donc, des arbres morts. Donc même la chaise en plastique, c'est un arbre mort. Et du coup, savoir que nos voitures finalement roulent et fonctionnent à l'arbre mort. C'est aussi intéressant. Cela ne reviendrait-il pas à voir dans un steak une vache morte? Alors ça, il y en a certains qui, depuis un certain temps, et depuis déjà longtemps, l'ont compris, ou du moins l'ont intégré. Finalement, le chemin intellectuel parcouru et effectué à propos du vivant ne devrait-il pas s'appliquer aux non-vivants, qui d'une manière ou d'une autre appartiennent l'un et l'autre à une seule chose, l'autre monde? Je cite toujours en fait Aurélien, mais alors pas dans le texte du tout, je le dis beaucoup moins bien qu'il a pu l'écrire. Cela peut en effet complètement changer notre rapport aux objets, à la matière, et donc au monde, à notre monde. Et donc, à la manière de s'en servir, de le transformer, de le reformer, de le réformer. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les retraites qu'on réforme. Il y a aussi les arbres morts. Maintenant, on le sait. Dans ce sens, mais un autre registre, cela me rappelle le travail, alors certains connaissent peut-être Dominique Dehaye. Dominique Dehaye, il a présenté ici même, il y a fort longtemps, un ouvrage, mais qui est en fait tiré d'une performance qui s'appelait Zone de production, naissance d'une automobile,
qui a été publié en 2014. C'est une performance d'artiste, hein. Dominique Dehaye est plasticien, puis néanmoins il était aussi prof dans les écoles d'architecture, et puis également à Camondo. Depuis peu, il est retraité, mais sans réforme, et il avait proposé une performance, encore un mot qui dérive du mot former, et la dérive, c'est aussi une forme de voyage, réalisée à Montbéliard, où on ne fait pas que des saucisses, mais aussi des automobiles, durant laquelle notre peintre, oui, Dominique est aussi artiste peintre, voilà, ça mène à tout, hein, a démonté pièce par pièce, de la plus grande à la plus petite, entièrement et définitivement, une 307 Peugeot, invitant les ouvriers de l'usine accueillante de Sochaux à se situer dans le processus de fabrication de cet objet technique, parfaitement autonome, comme dirait un autre philosophe, bien sûr, mais tout à fait parfaitement décomposé en autant de pièces définissant sa nature matérielle, artistement disposée sur le sol. L'objet voiture n'était plus uniquement cet objet technique et autonome nourri à l'arbre mort et fossilisé, dirait alors là nos deux philosophes, Simondon et Aurélien dans la même voiture, mais bien le résultat d'une industrie au sens où on l'entendait au XVIIIe siècle, de l'industrie et donc d'un process dans lequel les humains forment et transforment la matière, soudent, vissent, martèlent, peignent, liment, portent, transportent, posent, soulèvent, etc. Le résultat d'un process physique dans lequel les corps, contrairement aux représentations que l'on s'en fait d'une industrie complètement mécanisés, robotisés, où les corps sont plus que sollicités, inféodés et soumis à une suite de tâches nécessaires au bon achèvement de l'objet, des tâches souvent pénibles, voire douloureuses. Cette expérience raconte bien entendu autre chose que l'objet lui-même. Elle raconte autre chose de l'objet technique, ses performances, son esthétique, son design, son impact carbone. Elle raconte la fabrication en tant qu'expérience humaine, en partie subie et contrainte, en partie seulement, parfois traumatique et douloureuse, trop souvent. La narration change, l'imaginaire avec, aucun doute sur le fait qu'elle invite à un autre rapport à l'objet voiture. Alors je vais terminer cette introduction déjà un peu trop longue en ramenant la couverture à ma discipline, l'histoire de l'architecture, plus particulièrement celle du patrimoine. Alors je ne développerai pas plus avant le sens du mot discipline, même si j'ai bien envie quand même de rappeler que la discipline au Moyen-Âge c'est un châtiment. Et puis, plus encore, par extension, c'est quand même un objet hein, qui sert à la flagellation, et c'est encore meilleur quand elle est administrée par soi-même. Voilà. C'est une des représentations possibles, des narrations applicables à l'histoire, sur l'objet, sur l'architecture. On peut l'opposer à la réalité matérielle. L'histoire des objets et de leur contexte. L'histoire de l'architecture, c'est une science humaine parmi les autres. Mais c'est aussi une histoire qui se veut plurielle, obligatoirement multiple. Puisque depuis longtemps déjà, elle ne parle plus des grandes batailles, ou uniquement des grandes batailles, surtout celles qu'on a gagnées. Ça me renvoie toujours à un doute en tant qu'enseignant, moi j'ai un doute qui m'habite, comme disait l'autre, qui me hante lorsque je m'adresse aux étudiants d'une école comme Camondo, mais aussi ailleurs. À quoi sert l'histoire? Finalement, pourquoi l'histoire? Bien pour connaître. Mais alors, pourquoi connaître? Eh bien parce que, ça c'est ce que je réponds généralement à mon fils de 2 ans et demi, parce que franchement c'est déjà compliqué. C'est bien notre engagement et notre relation au monde, notre appréhension du déjà là, de l'existant, et c'est aussi bien un existant matériel réputé inerte, aussi bien qu'un existant vivant, réputé précieux, un milieu complexe à appréhender et à aborder, parfois à transformer. Et on est aussi là pour ça. Alors c'est bien ce dont il est question ce matin, cet après-midi, la semaine prochaine à l'ENSI, et peut-être aujourd'hui rappeler ou présenter rapidement, en les remerciant vraiment très chaleureusement, les nouveaux membres de notre amicale ontonaute, bien sûr, qui va s'enrichir du savoir et des connaissances de Manuel Bello Marcano, architecte et sociologue, de Goliath Dièvre, designer, d'Olaf Avenatti, designer, de David Ponty, sociologue, Marc Maillard, historien de l'art, et puis des étudiants de l'ENSI et de Camondo, diplômés ou non toujours, Daniel Cadeau, Margot Tanouri, Tom Bourdi, Laure Sonichon-Linard, mais encore le 8 juin prochain, à la salle Charlotte-Perriand, Armand Béard, qui interviendra, Emmanuel Grimaud, anthropologue, Armand également artiste plasticien, co-directeur du CRD, Avishag Zafrani, philosophe, Roméo Agide, compositeur, James Auger, designer, Stéphanie Sago, artiste, Jérôme Dupont, pardonnez-moi, maître de conférence en art et design, Lauriane Aubry et Zoé Pasquier de l'ENSI. Enfin, Aurélien Fouillet soi-même, tu concluras
ces 2 journées, et tu nous parleras de l'épistémologie des mondes multiples, dont ces 2 journées seront, à n'en point douter, une parfaite démonstration. En tout cas, on l'espère. Je vais vous laisser la parole, et je crois que c'est Emmanuel, je te laisse nous présenter plus avant. Je rebondis juste 5 minutes. Si tu veux, pendant ce tournage, voilà, comme ça, pendant ce temps, tu fais le détail technique. On peut brancher. Merci beaucoup, Alexis. Merci de cette définition de l'ontonotique, qui, comme tous les... Enfin, en discutant avec Alexis, parce que l'année dernière, j'avais pris un malin plaisir à définir l'ontonotique à la fin des jours des études, pour laisser justement toute latitude, si je puis dire, aux intervenants de s'emparer de ce terme. Finalement, c'est comme ça qu'il peut vivre et se déployer et devenir quelque chose d'opératif. Alors peut-être juste rebondir très rapidement sur ce que vient de dire Alexis, c'est l'ontonotique, elle prend une forme théorique dans sa formulation, elle a une assise évidemment philosophique, mais c'est important de rappeler son point d'origine, d'où elle vient en fait. Et elle vient d'abord de mon expérience de métier d'art au travers de l'ébénisterie et de la marqueterie. Et donc c'est d'abord un faire, c'est d'abord une façon d'envisager dont la manière que nous avons de faire des chaises avec des arbres est une façon de faire monde, en fait. Et puis, c'est une amicale, effectivement, parce que dans philosophie, finalement, le mot peut-être le plus important, c'est celui de l'amour, et que s'il n'y a pas de recherche sans communauté de chercheurs, le meilleur moyen qu'il y ait une communauté, c'est qu'elle soit fondée justement sur ce que les Grecs appelaient l'amitié, la philia. Voilà. Alors moi, la définition ramassée que je donne de l'ontonotique, et qui rejoint ce que Alexis disait, c'est que c'est une entreprise par laquelle nous essayons de voyager dans les formes de l'être. Et au travers, très justement, du design, de l'architecture d'intérieur, de l'artisanat, de la philosophie et des sciences humaines et sociales dans leur grande diversité. Un des enjeux de l'ontonotique, Alexis l'a rappelé aussi, c'est la question des représentations. C'est-à-dire que les crises qui sont des symptômes ou des manifestations qui prennent différentes formes, crise sociale, politique, écologique, environnementale, climatique, on pourrait peut-être même rajouter la crise d'adolescence dans tout ça, c'est d'abord la manifestation, et ça c'est l'anthropologie qui nous l'apprend, d'une crise des représentations, avec ce constat que l'état du monde contemporain est le résultat de ce que les représentations induisent très justement comme faire, comme instauration des mondes, comme habitabilité ou non-habitabilité du monde, comme relation aux vivants, aux non-vivants, aux humains, aux non-humains. Et donc l'ontonotique, c'est un travail sur les représentations, mais encore une fois, pas au sens métaphysicien que pouvait lui donner Platon ou Aristote, mais au sens où, comme j'aime beaucoup à le rappeler, c'est-à-dire les artisans, leur métier, c'est de faire des regards de braise. Parce qu'en fait, un regard de braise, c'est un regard dans lequel il n'y a ni feu ni braise, et pourtant, c'est un regard qui dit ce qu'il y a dans le feu et dans la braise. Un artisan d'art, un designer, un architecte d'intérieur, par le travail et l'œuvre et le geste qu'il produit sur la matière, il produit cette chose étrange que Bachelard a appelé en son temps un imaginaire matériel. Et donc il y a 3 pivots, on pourrait dire, sur lesquels marche l'ontonotique, c'est l'imaginaire, la forme et la fabrication. Et donc je pense que ces trois notions, on comprend tous ici comment elles recoupent justement les différentes activités qu'on peut avoir les uns et les autres au travers des disciplines que sont le design, l'architecture intérieure et les sciences humaines et sociales. Un des enjeux peut-être les plus importants, c'est d'envisager justement notre rapport technique au monde. Et quand je dis un rapport technique, il passe aussi bien par la conception que par la fabrication, la production, la distribution et toutes ces choses-là. C'est justement d'envisager la technique non pas comme un processus de transformation du monde à l'image de l'humanité, mais bien comme une façon qu'a l'humanité de toucher le monde. Et donc d'investir ce que ça veut dire que d'être dans le monde au travers des activités, des disciplines que j'ai déjà citées.
Voilà, c'était une petite remarque comme ça, l'air de rien. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de laisser la parole à Manuel Bello-Marcano, donc maître de conférence à l'école d'architecture de Saint-Étienne, docteur en sociologie, et qui va donc nous parler de notes pour une approche écologique et architectonique de la domestication.